Bonjour à tous et à toutes. Et bienvenue dans ce lieu qui s'appelle le Hub. Comme l'a dit Cécile, cet endroit, c'est le vôtre. C'est pour vous qu'on l'a fait. Et donc, surtout, c'est peut-être la première fois que vous venez, mais j'espère que ce ne sera pas la dernière. Voilà, je m'appelle Laure Reinhardt et je m'occupe de partenariat à la direction innovation de BPI-France. Je suis rentrée chez Oseo il y a quelques années, il y a 8 ans maintenant. Et donc, Oseo, c'était déjà la banque des entrepreneurs. Et maintenant, nous sommes non seulement une banque, mais aussi des fonds d'investissement. Donc, nous couvrons finalement tout un tas de métiers relatifs au financement. Alors, je ne sais pas s'il faut que je fasse une conférence ou si peut-être on peut éventuellement interagir. Ça peut être une intervention. N'hésitez surtout pas à éventuellement poser vos questions au fur et à mesure de mon intervention. J'ai essayé de vous préparer. J'ai quelques notes pour ne pas oublier un certain nombre de choses. J'ai essayé de vous préparer quelques éléments que j'ai pu glaner, ça et là, sur ce que, d'une part, nous faisons pour l'entrepreneuriat dans le domaine social, ce que c'est pour nous l'innovation sociale, et puis est-ce qu'il y a des caractéristiques particulières de cette innovation sociale et quelles sont peut-être vos forces et vos faiblesses vues d'un investisseur ou d'un financeur. Ça vous servira peut-être un jour dans votre parcours. Donc je vais commencer par l'innovation. L'innovation chez BPI France, c'est le cœur du dispositif. C'est le cœur du dispositif et c'est la seule direction métier qui a à la fois un pied dans le financement et un pied dans l'investissement. Alors ça, c'est totalement inconcevable dans une banque classique. Dans une banque classique, vous avez l'equity d'un côté et puis la banque, même la banque des entreprises, la banque, comment est-ce qu'on dit, la banque d'affaires d'un côté et puis l'equity de l'autre. Chez nous, on a décidé que l'innovation, c'était suffisamment important pour nécessiter d'avoir des équipes de ces deux métiers côte-côte. Alors, évidemment, côte-côte, ça ne veut pas dire on travaille ensemble toute la journée, parce que les processus de décision sont évidemment extrêmement différents. Vous ne pouvez pas, en tant que public, mettre de l'argent dans une entreprise, puis ensuite de l'investir. Ce n'est pas les mêmes personnes qui doivent décider. Mais néanmoins, l'innovation est vraiment au cœur. Et ça, je crois que c'est tout à fait particulier. Et quand on regarde ce qui se passe en Europe, on est les seuls à avoir ce périmètre-là. C'est-à-dire d'avoir un périmètre qui est à la fois des équipes qui sont capables de financer des entreprises de façon assez classique, mais plutôt sur ce qu'on va appeler des actifs immatériels, c'est-à-dire qu'on ne va pas apporter un bâtiment ou une usine en matière de gage, mais plutôt la propriété industrielle, plutôt un réseau client, plutôt voilà, ce que j'appelle les actifs immatériels. Bon. Parce que j'en étais. Donc le financement, pourquoi je disais ça? Bon, c'est pas grave, le financement, la garantie, et puis donc les fonds propres. Et donc chez BPI France, nous avons cette faculté effectivement d'accompagner l'entrepreneur tout au long de sa vie. C'est-à-dire depuis le moment où il se crée, jusqu'au moment, non pas où il meurt, parce qu'on espère que les entreprises ne mourront jamais, mais au moment où cette entreprise va peut-être rentrer en bourse ou n'avoir plus besoin à ce moment-là, ou devenir suffisamment grosse pour n'avoir plus besoin de nos services. Voilà. Alors, quand on est arrivé en 2013, comme l'a dit Cécile, on a regroupé toutes ces équipes et on s'est dit, qu'est-ce qui manque finalement dans les différentes composantes? Vous savez, quand on fait une fusion, on essaye de faire 1 + 1 supérieur à 2. Et on s'est dit, finalement, c'est quelque part la notion même de l'innovation. Et on s'est rendu compte d'ailleurs que les investisseurs ne parlaient pas de la même innovation que les financeurs. Nous, dans le cadre du financement, on venait de Lanvar. Donc Lanvar a 50 ans l'année prochaine, aurait eu 50 ans, parce que Lanvar est morte depuis longtemps, ou a fait des enfants. Lanvar était dédié au départ au transfert de technologie. Et à l'époque, qui disait transfert de technologie, disait vraiment des projets très technologiques.
D'accord ? Et donc progressivement, on est rentré dans Oseo, et chez Oseo, on a rencontré des banquiers. Et les banquiers nous ont dit, mais il n'y a pas que la subvention. Ce qui est important, c'est accompagner l'entrepreneur sur des prêts. Et puis ensuite, on s'est marié avec les investisseurs. Et maintenant, on est capable effectivement de marier ces différents types de financement tout au cours de la vie de l'entrepreneur. Je crois que c'est vraiment ça, l'ADN de BPI France par rapport à, je dirais, aux périodes précédentes. Alors, l'innovation, évidemment, ce n'est pas que de l'innovation technologique. Alors, on a bénéficié d'un courant de pensée formidable, puisque en 2013, c'était juste au moment où François Hollande arrivait, donc il y avait des nouveaux ministres. C'est toujours bien quand il y a des nouveaux ministres, parce que ils ont envie de faire quelque chose de différent des précédents. Et donc, voilà, on a participé, j'ai participé, plusieurs personnes ont participé à des travaux, dont le rapport Tambourin-Bella, qui est le premier à avoir été dit de façon très très forte, et ça avait été commandité par le ministère de la Recherche, donc vous voyez, c'était vraiment grand écart, de façon très forte, l'innovation, c'est pas que de la technologie. Alors on avait essayé de donner une définition de l'innovation, c'était un petit peu compliqué, je l'ai quelque part noté là. Il n'y avait pas véritablement de définition de l'innovation, mais des caractéristiques liées à l'innovation. Donc l'innovation, c'est un processus long, imprévisible, peu contrôlable, évidemment. L'innovation ne se réduit pas à l'invention, ça c'était vraiment une révolution quand on disait ça. Et l'innovation n'est pas seulement technologique. Par contre, au bout du process, sont créés des produits, des services, des procédés nouveaux qui font la démonstration, qui répondent à un besoin, marchand ou non marchand, et créent de la valeur pour toutes les parties prenantes. Et je pense que tous ces éléments-là nous ont quelque part un petit peu ouvert la tête, et on s'est dit pourquoi est-ce que nous, on finance que l'innovation technologique. Donc on est parti en guerre, hein, parce qu'il faut partir en guerre dans ces cas-là, hein, parce que quand on fait bouger les lignes, c'est un peu comme la guerre. Hein. Donc la guerre contre les ministères, contre différentes entités qui étaient campées sur leur innovation technologique. On a travaillé et on a fait beaucoup travailler donc, des entrepreneurs, des accompagnateurs, des incubateurs, etc. Et avec eux, on a défini une nouvelle vision de l'innovation qu'on appelle Innovation Nouvelle Génération, que vous pouvez télécharger sur notre site. Vous tapez Innovation Nouvelle Génération sur Google ou sur n'importe quel moteur de recherche et vous allez tomber sur ce document qui qualifie un petit peu ce que c'est que pour nous l'innovation sociale, en particulier puisque c'est une des composantes de cette nouvelle vision de l'innovation. Donc il y a 6 composantes. L'innovation technologique, bien sûr, puisqu'elle fait partie de l'innovation, l'innovation de produits et de services, l'innovation de procédés, l'innovation de business model ou de modèle d'affaires, l'innovation marketing, l'innovation sociale. Et en fait, nos chargés d'affaires, maintenant, quand ils vous rencontrent, ils vont essayer d'évaluer les apports de votre projet à ces différents types d'innovation. Parce qu'on peut très bien avoir une innovation qui va créer énormément de richesses, mais qui n'est pas seulement une innovation sociale. Prenons évidemment un exemple absolument que tout le monde connaît, qui est Blablacar. Blablacar n'a jamais été financé par BPI France. Jamais été financé par BPI France, enfin, par les ancêtres, c'est-à-dire par Oseo. Tout simplement parce que Blablacar n'était pas une innovation technologique. Blablacar est une innovation d'usage, Blablacar est une innovation de business model, Blablacar est une innovation marketing, mais ce n'est pas du tout une innovation technologique. Voilà. Donc c'est un exemple. Et on veut essayer d'éviter à l'avenir de louper les Blablacar. Alors, ils se sont débrouillés sans nous, donc c'est pas très grave. Mais voilà. Alors, pour ces différentes composantes d'innovation, et je vais en venir à l'innovation sociale, Charlotte, vous pourrez me dire quand il me restera plus que 5 minutes? Oui, pour l'instant, ça va. Il y a encore du temps. Parce que il vous reste environ un quart d'heure, 20 minutes. Mais surtout, si vous avez des questions, vous pouvez me les poser au fur et à mesure. Ouais. Donc alors, le travail que nous avons fait est un travail extrêmement peut-être un peu fastidieux, puisque pour chacune de ces innovations, on s'est posé la question comment est-ce qu'on fait pour identifier l'innovation. Est-ce qu'elle est incrémentale ou est-ce qu'elle est radicale? C'est-à-dire que est-ce qu'effectivement, finalement, l'entrepreneur qui est en face de moi, il a une bonne idée, mais cette idée, elle est relativement partagée et finalement, on connaît tous les risques et
on n'a pas tellement intérêt finalement à la financer, ou est-ce que véritablement on a une innovation radicale? Voilà. Pour ça, il faut des critères. Il faut des critères objectifs, parce qu'un chargé d'affaires à Lyon, un chargé d'affaires à Lille ou un chargé d'affaires à Marseille, eh ben, ça ne pense pas tout à fait de la même façon. C'est ça qui est assez rigolo, mais c'est comme ça. Donc voilà. Alors la première chose qu'on s'est dit, c'est que l'innovation sociale, d'abord, dans l'innovation sociale, il y a d'abord innovation. Et c'est très important pour nous que le projet que nous finançons soit un projet d'innovation. Alors ça peut être une innovation de produit, ça peut être une innovation de marketing, mais il faut que ça soit quelque chose de nouveau. Et puis le deuxième, dans l'innovation sociale, bien évidemment, eh bien, il faut que l'innovation ait une mission sociale ou sociétale. Alors pour nous, c'est répondre à des besoins sociaux, mal ou non satisfaits. C'est-à-dire qu'on a véritablement des besoins qui viennent de l'utilisateur qui ne sont pas satisfaits. On répond à des enjeux sociétaux. Alors les enjeux sociétaux, vous les connaissez, c'est les problèmes de perte d'emploi, c'est les problèmes de santé, c'est les problèmes du vieillissement de la population, c'est les problèmes d'isolement, c'est les problèmes de chômage, etc. etc. Et puis s'attaquer à des défis qui soient un peu systémiques. On n'est pas en train de répondre à un besoin extrêmement isolé, mais à un besoin qui est à l'intérieur d'un véritable système. Alors, deuxième volet, c'est que notre innovation sociale, il faut qu'elle soit sociale dans sa pratique. Et pour nous, c'est très important qu'elle cherche à impliquer les usagers, les utilisateurs, les bénéficiaires, toutes les parties prenantes, à toutes les étapes du projet. Et pour nous, ça, c'est vraiment essentiel. Et c'est une des caractéristiques véritablement de l'innovation sociale par rapport à d'autres types d'innovation. Alors, par exemple, l'innovation de marketing peut très bien faire intervenir, évidemment, les utilisateurs. Mais là, il s'agit d'analyser quelque part le besoin de l'utilisateur. Et ça, pour nous, c'est totalement essentiel. Alors, autre aspect, c'est que nous considérons une organisation susceptible d'être accompagnée par nous de façon relativement large. Ça peut être évidemment une entreprise, sous quelque forme que ce soit, mais ça peut être aussi une association. Ça peut être une SCOP, ça peut être une SCIC, ça peut être une entreprise classique. Ce n'est pas besoin d'avoir forcément une entreprise sociale et solidaire au sens de la loi de 2014, je crois. Voilà. Voilà. Et donc, les exemples qu'on donne, parce que je pensais que c'était intéressant aussi de partager quelques exemples. Vous les connaissez tous probablement. Il y a Simplon.co. Donc Simplon.co, c'est une entreprise qu'on aime bien. C'est un réseau, comme vous le savez, un réseau d'écoles. Il se présente comme un réseau de fabrique, puisque en fait, il fabrique à l'aide de formations gratuites fabrique entre guillemets, des développeurs de sites web ou d'applications mobiles. Et typiquement, c'est une entreprise qui est très intéressante parce que évidemment, il y a des besoins formidables, donc des utilisateurs. Cette fois-ci, les utilisateurs, c'est les entreprises. Mais il y a aussi des ressources formidables qui sont l'ensemble de ces jeunes qui cherchent à trouver une formation et une voie pour finalement réussir la première partie ou la deuxième partie de leur vie. Deuxième exemple, c'est la tournée. La tournée, je ne sais pas si vous connaissez la tournée. La tournée, c'est un projet aussi que je considère comme un beau projet d'innovation sociale, qui a un problème un peu différent. La tournée, c'est un projet qui est né dans le 19 et le 20e. Je crois qu'ils sont d'ailleurs restés pour l'instant dans le 19 et 20e. Et donc, qui consiste à proposer une relation entre des utilisateurs et un quartier. Un quartier avec ses commerçants, avec ses fournisseurs de services. Et donc, en particulier, faire ses courses pour une vieille dame qui ne peut plus sortir, ou livrer un plateau repas, ou aller chercher les chaussures chez le cordonnier, ou ramener des vêtements chez le teinturier, pour des gens qui ne peuvent pas ou n'ont pas l'occasion de se déplacer.
Et l'originalité, c'est évidemment que les personnes qui font ça sont des gens qui sont en réinsertion. Et donc, et comme ils sont en contact avec des clients, ça les valorise de façon formidable. Voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autre comme exemple? Compte Nickel, mais vous le connaissez aussi probablement. Compte Nickel, c'est ce portefeuille, cette carte en fait de crédit que vous ouvrez dans un bureau de poste. Donc pour tous les gens qui n'ont pas la possibilité d'avoir une carte bancaire classique. C'est quelque chose d'absolument formidable. Et ce qui est intéressant avec Compte Nickel, c'est qu'on peut aussi s'en servir pour ouvrir un compte pour le petit dernier à qui on n'a pas du tout envie d'ouvrir un compte à la banque pour différentes raisons et qui va pouvoir donc l'utiliser puisque c'est une carte à paiement immédiat et donc vous ne pouvez tirer que ce que vous avez sur votre compte. Bon, Lulu dans ma rue, enfin d'autres exemples évidemment formidables que nous accompagnons d'une façon ou d'une autre. Moi, j'ai une toute petite question. Environ combien de projets avez-vous accompagnés depuis que vous accompagnez, en tout cas les projets en innovation sociale Alors, justement, je vais y venir. Les projets, comment est-ce qu'on accompagne ces projets d'innovation sociale de manière générale ? On a mis en place, pour les projets d'innovation non technologique, ce qu'on appelle la bourse French Tech. La bourse French Tech, c'est un premier ticket de 30 000 € en subvention, donc extrêmement rapide à obtenir, en principe, avec une fourniture de dossiers relativement simple, qui va accompagner l'entrepreneur 1 an avant sa création d'entreprise et jusqu'à 1 an après. Alors évidemment, on a quand même 80% de bourses French Tech qui vont après, qui aident l'entreprise après sa création, mais on a quelques-uns qui aident donc des personnes à titre individuel. Sur cette partie-là, on doit en avoir entre 5 et 10%, 5%, mettons 5%. Donc il y a eu 700 bourses French Tech l'année dernière, donc 5%, ça fait 35. Bon, c'est pas énorme pour l'ensemble de la France, mais c'est un début. Et donc voilà, donc il faut pas hésiter à aller voir vos charges d'affaires. J'en profite pour dire que BPI France est installé dans 50 implantations aujourd'hui, avec des responsables qui sont capables de parler avec des chefs d'entreprise et qui sont capables de vous proposer assez rapidement, de vous dire si oui ou non vous êtes éligible, ce qui est quand même agréable, rapidement. Ça, c'est vraiment notre ADN, c'est qu'un entrepreneur doit avoir une réponse si sur un dossier simple dans les 3 jours. Hein. Il n'est pas question de faire attendre un entrepreneur plus d'1 semaine. Donc voilà, donc 35. Ok, merci. Alors on a organisé, comme le disaient Charlotte et Cécile tout à l'heure, un social tech, un totem sur social tech ici, et on avait des entrepreneurs sociaux qui étaient ici, et on avait aussi des investisseurs sociaux. Donc on avait 2 personnes, j'ai noté les noms parce que évidemment j'oublie toujours. Il y avait Fanny... la personne de Saint-Plon aussi également qui est intervenue, non ? Ouais, mais on avait Fanny Picard qui est une personne qui est responsable d'un fonds qui s'appelle Alter Equity. Et puis on avait Nicolas Sellier qui est d'Investir et Plus, et qui tous les deux ont répondu aux questions que je leur ai posées. Et en particulier, je leur ai posé des questions sur est-ce qu'un entrepreneur social est différent d'un autre entrepreneur, et est-ce qu'il y a des plus et est-ce qu'il y a des difficultés. Alors, je voulais vous faire un petit résumé rapide, parce que je pense que c'est assez utile. Ça, c'est probablement assez utile pour vous. Alors, la première remarque, alors d'abord, le Social Tech, vous pouvez l'avoir sur YouTube. Hein, vous tapez YouTube Social Tech Totem. Je l'ai encore fait ce matin et ça marche très bien. La première particularité, c'est que ce qu'ils disent, c'est que l'entrepreneuriat social s'est complètement développé avec et de manière générale l'entrepreneuriat, mais l'entrepreneuriat social aussi, grâce au digital. Parce que le digital, ça ouvre de façon considérable le champ des possibles. Probablement, vous le vivez chacun dans votre projet. Tous les projets que j'ai cités tout à l'heure, ils n'existeraient pratiquement pas s'il n'y avait pas de digital. Parce que pour mettre en contact Monsieur A et Madame B, évidemment, c'est beaucoup plus facile quand il y a un site internet et digital. Le deuxième, et ça c'est très intéressant, et peut-être pour vous qui êtes en train de créer une boîte,
c'est que la gouvernance d'une entreprise dans le domaine social est probablement un peu particulière parce que vous avez en général des parties prenantes qui sont assez nombreuses. J'ai parlé d'utilisateurs tout à l'heure. Si par exemple on prend la ruche qui dit oui, eh ben, on a tout un tas de cultivateurs, d'agriculteurs à connecter les uns aux autres d'une manière ou d'une autre. On ne peut pas tous les faire rentrer dans une entreprise. Et donc, il se trouve que la ruche qui dit oui, elle a mis en place 2 structures. Une structure associative qui gère finalement les relations avec l'ensemble des utilisateurs, avec l'ensemble des parties prenantes, donc usagers, utilisateurs, agriculteurs. Et puis, elle a créé à côté une SAS classique qui, elle, a des contacts, évidemment, avec des investisseurs, avec des financiers, et qui mène finalement les projets de développement qui vont ensuite permettre de faire fonctionner l'association. Et j'ai trouvé que cet exemple était particulièrement intéressant parce que peut-être vous pouvez être soumis à une difficulté de ce type-là. Alors ce qu'ils nous ont dit aussi, c'est que finalement, les innovations sociales et les entreprises d'innovation sociale, elles étaient extrêmement attractives. Alors ça, c'était un peu contre-intuitif, parce qu'une des questions qu'on leur a posées, mais est-ce que finalement on trouve suffisamment de talents pour... Eh bien, la réponse, c'est effectivement oui. Et des talents, on en a de façon considérable. Les nouvelles générations, et en particulier celles qui vont peut-être vous rejoindre, sont des générations, des personnes qui ont besoin de donner du sens à leur action. Enfin, moi, j'ai 3 enfants et les 3 ont voulu donner du sens à leur vie. Et voilà, de rentrer dans une grande boîte, pour eux, c'est vraiment la punition ultime. Alors que rentrer dans une entreprise qui veut faire du bien, avec des choses positives, ils ont besoin de positif aujourd'hui. C'est vrai que la vie est parfois un peu difficile. Et donc les entreprises d'innovation sociale, en fait, elles arrivent à répondre à cela. Et finalement, ce que nous disaient les investisseurs, c'est qu'ils n'ont aucun mal à trouver des talents pour rejoindre ces entreprises d'innovation sociale. Alors, si je peux me permettre, il vous reste 5 minutes d'intervention. Eh bien, c'est parfait. Vous me l'avez demandé, donc je vous le dis. C'est parfait. Et si on veut garder au moins 10 minutes, un petit quart d'heure pour s'il y a des questions, préparez vos questions. Voilà. Alors, peut-être, puisqu'il me reste 5 minutes, je vais terminer. J'ai à peu près terminé sur les caractéristiques. Voilà, je parlais de l'attractivité, donner sens à sa vie, blablabla. Alors, la difficulté, certes, c'est un petit peu, et c'est ce que disait Fanny Picard, c'est que pour elle, une entreprise d'innovation sociale, une entreprise sociale et solidaire, peu importe, c'est une entreprise qui doit à la fois avoir un impact social, évidemment, classique, enfin, c'est extrêmement important, et également être rentable. Donc, il y a les 2 aspects, rentable, durable, et c'est pour elle ce qui est le plus difficile. C'est-à-dire que soit effectivement, les projets qui viennent la voir sont des projets qui sont plutôt des projets d'innovation, mais avec un impact social relativement faible, ou alors c'est des projets avec un impact social considérable, mais avec je dirais une rentabilité qui est plus que problématique. Voilà. Donc, il faut probablement arriver à travailler sur ces deux tableaux. Alors, pour finir, les moyens de financement de l'innovation sociale. Donc, la première chose que je voulais dire, c'est que nous avons chez BPI France véritablement un engagement d'accompagner donc l'innovation sociale et les entreprises sociales et solidaires. On a un certain nombre de moyens financiers pour le faire. Alors, les moyens financiers pour le faire... J'y viens. Alors, pour l'innovation sociale, je vous ai parlé de la bourse French Tech. Donc, la bourse French Tech sur l'ensemble des territoires. C'est une bourse qui est ouverte à tout le monde, et en particulier à l'innovation sociale. Nous avons monté un fonds également qui s'appelle le fonds FISO, FISO, pardon. Pour fonds d'innovation sociale, avec un certain nombre de régions en France, 9 régions françaises, qui financent en prêt à taux zéro pour
en prêt à taux zéro, donc des prêts qui sont relativement accessibles, avec des différés de remboursement si vous en avez besoin, vos projets de développement d'innovation sociale. Et puis à côté de ça, comme je vous l'ai dit, Bpifrance c'est très grand. Donc nous avons intégré la Sogama, qui est une entité qui fait de la garantie de prêt. Qui permet finalement, si vous allez voir votre banque, de vous garantir des prêts de développement que vous pourriez avoir dans vos banques. Et puis nous avons des fonds qui sont dédiés innovation sociale, donc soit des fonds directs, donc dans le cadre de notre activité PME, soit dans le cadre de fonds, c'est-à-dire qu'on met de l'argent dans des fonds qui eux-mêmes mettent de l'argent dans des entreprises. Et donc ça permet de faire effet levier, évidemment, sur l'investissement privé, puisque notre objectif dans l'investissement, c'est évidemment non pas d'investir pour investir, puisqu'on n'est pas, en général, on est financé par des fonds de l'État, par des fonds publics, mais c'est véritablement faire un effet de levier sur l'ensemble des financeurs privés, et en particulier sur des fonds privés. Voilà, j'ai terminé là. Merci beaucoup, en tout cas, pour toutes ces informations.